tout de mauve, la casquette mauve, la chemise mauve, là, c'est vraiment dégradé, quelle élégance. Voilà. J'ai enlevé le masque chirurgical pour te parler quand même, parce que là, c'est quand même moins joli. Beau geste. Ah ouais, c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Il y avait un peu de bruit derrière. Non, c'est un petit chien, mais c'est notre petit chien, mais voilà. C'est un petit Spitz. Qui Excellent. s'appelle Teddy. Voilà. J'ai presque la même derrière. Tiens, regarde. On va les présenter. Ah, regarde. C'est un chihuahua? C'est un Jack croisé Chihuahua. Alors, Nelson, tu es né le 12 mars 53 à Boulogne-Billancourt d'un papa américain et d'une maman hollandaise. À l'école, on te surnommait Bobby. Est-ce que c'est toujours le cas ou c'est terminé? C'est encore un peu le cas. T'avoues avoir séché les cours plus d'une fois pour aller faire du hockey sur glace et du patinage à la patinoire de Boulogne. Polyglotte au flot inimitable, tu maîtrises 5 langues. Témoin privilégié des émotions de joueuses et joueurs à la sortie du central de Roland, tu nous fais vivre ces moments avec toujours beaucoup de bienveillance. Distinction ultime, tu as ta marionnette au Guignol sur Canal et Nicolas Canteloup adore te rendre hommage sur Europe 1. Tu es une icône dans le paysage médiatique français. C'est un bonheur de t'avoir sur le podcast de Tennis Légende. Nelson, est-ce qu'on doit ajouter des choses sur le tennis? Évidemment oui, mais qu'est-ce qu'on doit ajouter de primordial dans l'immédiat? Ben déjà, Maxime, merci beaucoup pour cette présentation qui d'ailleurs me rappelle des souvenirs que j'avais oubliés. J'ai l'impression que tu connais presque mieux mon CV que moi. Je dirais que concernant le tennis, enfin, nous allons peut-être être amenés à en parler, mais c'est vrai que c'est sans doute le premier sport qui m'a permis de faire mes armes à la télévision, puisqu'effectivement tu as fait allusion à un tournoi, bon, qui n'était pas à la finale de Wimbledon, hein, c'était effectivement le trophée féminin du Cap d'Agde. Mais Cap d'Agde qui est un endroit qui m'a effectivement porté bonheur parce que les 4 joueuses réunies par Pierre Barthès, un nom dont tu te souviens évidemment, n'était quand même pas n'importe qui. Il y avait Steffi Graf, Martina Navratilova, Arantxa Sanchez et Chris Evert. Et donc effectivement Michel Drey que tu as cité m'avait demandé de l'accompagner pour faire ce qui ne se faisait pas trop à l'époque, des interviews de ces joueuses à la sortie du cours. Et évidemment, c'était facilité par le fait que c'était, encore une fois, c'était pas la finale de Roland-Garros, c'était un tournoi d'exhibition, c'était archi plein, il y avait 3 ou 4 000 personnes. On va dire que ça se passait dans une façon un peu décontractée. Est-ce que pour reprendre la genèse de ton évolution, tu peux nous partager cet élément déclencheur à 12 ans qui t'a fait comprendre que tu voulais travailler dans le sport? Oui, disons, bon, je sais pas si c'était 12, enfin, disons, c'était à mon adolescence, que 12, 13, 14 ans, etc. Mon père, qui était citoyen américain, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, avait le sport vraiment en lui, vraiment ancré en lui. Et donc, je dirais que ça m'a forcément, étant fils unique, ça m'a forcément beaucoup influencé dans le bon sens du mot. C'est-à-dire que non seulement il m'a inculqué la pratique du sport, mais j'espère en tout cas qu'il m'a inculqué un état d'esprit, un certain esprit sportif à base de fair play, qui pour moi n'est pas du tout un mot démodé, et à base d'anti-chauvinisme. Donc à partir de là, c'est vrai que je voulais en fait surtout pour pouvoir exprimer cette passion que j'avais pour le sport en général, pour le tennis peut-être en particulier, même si dès le début, j'ai pas voulu trop me concentrer sur un seul sport, même si je sais que le tennis est peut-être mon sport porte-bonheur par numéro 1. Mais voilà, aujourd'hui, enfin, tu l'as assez bien dit, je suis également sur d'autres sports. Et puis, évidemment, j'ai aussi comme toi, j'imagine, la passion d'autres choses que le sport, parmi lesquelles la musique, la littérature, la lecture, etc. tiennent une grande place. Une de tes premières portes d'entrée, ça a été Tennis Magazine. Je suis très heureux de le dire parce que toi-même, qui est encore jeune, tu apprendras sûrement et tu verras un peu au fil du temps que c'est vrai qu'on peut évoluer, qu'on peut aller dans d'autres médias, dans d'autres supports, etc. Et finalement, c'est très sain de pouvoir changer comme ça de temps en temps. Mais je crois qu'une première collaboration, en tout cas une première collaboration, on va dire, à plein temps, je crois qu'elle marque. Et en plus, il se trouve que j'ai toujours eu vraiment un rapport amical très fort avec les personnes de Tennis Magazine et de Jean Covercel, qui est un nom qui te dit évidemment quelque chose. En particulier, je suis toujours 30 ans après en relation étroite avec Jean, avec lequel je partage là aussi bien d'autres choses que le tennis uniquement, et notamment des valeurs humaines.
il y a des personnes avec lesquelles ça fait tilt. Tu as eu la gentillesse de citer Michel Drey, exact. Jacques Chancel, ô combien exact. Mais Jean en fait également partie. C'est justement Jean qui nous a gentiment mis en contact puisqu'on a fait un C'est exact. ensemble. Et t'as vu, c'est un contact qui n'a pas tardé en plus. Absolument. Et tu faisais quoi précisément pour Tennis Mag à cette époque-là? Bah, j'étais, on va dire, rédacteur, tu vois, rédacteur journaliste. Seulement, Tennis Magazine à l'époque permettait à un jeune journaliste comme je l'étais d'aller à Wimbledon, bon, Roland Garros bien entendu, et d'aller même jusqu'à l'Open d'Australie. Tu imagines seulement, qui était quand même un tournoi du Grand Chelem. À l'époque, il me semble que c'était décembre-janvier. Je sens que j'avais passé les fêtes du côté de Melbourne. Moi, en tant que jeune journaliste, j'avais moins de 30 ans en tout cas. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Et puis nous avions et peut-être toi qui lis encore Tennis Magazine, c'est quelque chose qui s'est perpétué à travers les temps. Les interviews head to head, tu sais. Alors, je me souviens d'avoir eu des joueurs qui, à l'époque, étaient des grands joueurs. Harold Solomon. Toi, tu es beaucoup trop jeune pour avoir connu Harold Solomon. Enfin, c'est un nom qui doit sûrement te dire quelque chose, qui était en finale de Roland Garros, en demi-finale plusieurs fois, etc. Qui d'autre est juge? Plein. Yvan Lendl, me semble-t-il. Tu vois, des joueurs, oui, je suis sûr que tu le connais, tu vois, des joueurs qui, quand même, n'étaient pas rien. Et Tennis Magazine était un nom qui ouvrait beaucoup de portes. Alors pour moi, si tu veux, d'être face à des vainqueurs de Roland Garros, etc., c'était des moments qui m'ont forgé je dirais ma vocation de journaliste. Et au fond, c'est ce que j'ai continué à faire plus tard, avec des caméras cette fois. Il y a une autre étape importante, c'était donc l'émission pour Europe 1 Tie Break et Green. C'était quoi cette émission précisément? Et toi, c'était quoi ton rôle? Eh ben justement, elle portait bien son nom puisque tu as parlé de golf. C'est d'ailleurs l'émission qui m'a permis d'être remarqué entre guillemets par la télévision. C'était une émission du samedi et du dimanche matin qui portait bien son nom, Tie Break and Green. Donc ça veut dire tennis, tie break, et green c'est le golf. Et ces deux sports d'ailleurs qui je trouve allaient et vont toujours bien ensemble. Il y avait d'ailleurs un très ancien magazine, alors ça c'était où? Alors même moi je n'étais pas né, donc ça veut dire que ça remonte quand même, hein, qui s'appelait Tennis et Golf, qui était avant-guerre, donc tu imagines. Et d'ailleurs il y a certains noms du sport français, je pense notamment à la famille Lacoste, qui a excellé aussi bien en tennis qu'en golf. Puisque René Lacoste, champion de tennis qu'on ne présente plus, avait épousé Simone Thion de la Chaume, qui était une remarquable championne de golf. Ces deux sports allaient bien ensemble, et donc le samedi et le dimanche matin, je faisais un compte-rendu, une émission qui rendait compte des principaux résultats de tennis et de golf. Et c'est ce qui m'a permis, Jacques Chancel étant un grand passionné de golf, c'est ce qui m'a permis d'être repéré, remarqué, on va dire, un peu plus tard à la télévision. Et donc, Pierre Barthès, dont tu parlais sur l'événement au Cap d'Agde, tu l'avais rencontré via Tennis Magazine ou comment vous étiez rapprochés? Je crois que je l'ai rencontré en fait au Cap d'Agde, c'était l'organisateur de. Je crois que je l'avais rencontré avant comme téléspectateur dans Mr. Lipton. Il était, je sais pas, tu es trop jeune pour t'en souvenir, mais Pierre Barthès, qui avait un physique très séduisant, hein, les femmes l'adoraient. Il faisait la pub pour Lipton, tu sais, le thé Lipton qu'on connaît évidemment. Donc je l'avais déjà vu, et au Cap d'Agde, c'est lui qui organisait l'événement. D'ailleurs, les cours du Cap d'Agde existent toujours, mais à l'époque, c'était énorme le Cap d'Agde. C'était un centre peut-être qui se comparait peut-être au centre de Nick Bollettieri aujourd'hui, ou au centre peut-être de Rafael Nadal à Major, peut-être un peu moins, mais je veux dire, voilà, c'était quand même vraiment quelque chose d'énorme. Donc, si tu veux, je venais là-bas, c'était pas un endroit anodin pour démarrer, allez, je dis. C'était la première fois où tu étais journaliste terrain, c'est ça, hein? Exact, ouais. C'était la toute première fois, et c'est pareil, j'imagine que pour les premières amours, etc., on s'en souvient. En tout cas, c'était mes premiers pas à la télévision. Nous étions là en décembre 1987. Tu étais donc à moins combien, je ne sais pas, mais tu devais être à moins 10 là. Moins 3. Voilà. Est-ce que tu as ressenti un peu de pression face à Martina? Comment tu as géré l'événement comme c'était la toute première? Alors, je vais te dire, on me pose parfois cette question, et il faut surtout pas prendre ça comme de la prétention, parce que c'est absolument pas le cas, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, je me dis, attends, je me dis,
bon, déjà, je n'étais pas un tout jeune homme. Je suis rentré déjà assez tardivement à la télévision. Je me suis dit, au fond, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je me posais des questions. L'anglais n'est pas une langue qui m'effraie. C'est ma langue à la fois paternelle et maternelle d'une certaine manière. Le tournoi était hyper décontracté. Steffi Graf, d'ailleurs, qu'on a connu plus déterminée, notamment quand elle a gagné, je sais pas, 6 ou 7 fois Roland Garros. Là, c'était vraiment, enfin, très souriant, quoi. Tu vois, Navratilova pareil, Evert pareil. Je veux dire, c'était hyper décontracté. Donc, si tu veux, j'avais à peu près leur âge, hein, à peu près. Donc, tout ceci m'a mis en confiance. Et puis surtout, ce qui m'a mis en confiance, c'est effectivement l'accueil de Michel Drey dont tu as parlé et du réalisateur qui n'était autre qu'Adolphe Drey, son frère. Tout ceci se faisait un peu en famille. Par la suite, j'ai eu beaucoup plus de pression. Mais là, ce jour-là, pas tant que ça. Comment tu as réussi à mettre un pied dans la porte à Roland, puisque ça a été l'enchaînement, hein, c'est bien ça? Alors, déjà, en sortant du Cap d'Agde, je pensais que ce serait peut-être juste une fois, tu vois. Et puis là, il y a eu, comment dire, une sorte, selon l'expression consacrée, une sorte d'alignement des planètes, parce que c'est à ce moment-là que Antenne 2 et FR3, comme on disait à l'époque, et bien avant que ce soit France Télévisions, a signé un contrat à long terme avec le tournoi de tennis de Roland-Garros qui, jusqu'alors, était sur la hulle, comme on disait à l'époque. À ce moment-là, les personnes que tu citais, à savoir Jacques Chancel, Michel, etc., ont dit, mais au fond, Nelson, s'il a fait ça à Roland Garros, au Cap d'Agde, il peut peut-être faire la même chose. Alors, au début, c'était un peu timide, un match par jour, etc. Et puis là, bon, je me suis dit, là, j'ai peut-être une chance à saisir. Donc, ça ne s'était jamais fait vraiment avant. Et je pense que j'ai établi une sorte comme un peu un pionnier, tu vois. Tu as 35 ans à ce moment-là. Si tu Voilà. vois le Nelson qui démarre en 88, quel regard tu portes sur lui? Alors déjà, le fait justement le fait d'entrer à la télévision assez tard finalement. Je sais pas, j'étais pas le jeune ou dans l'ombre qui rayait le parquet, etc. C'était pas ça, tu vois. Ça Ouais. m'a donné toujours un certain recul, une certaine sagesse. Et je pense que je l'ai même encore aujourd'hui cette sagesse et ce recul. Et donc voilà, je crois que ça m'a beaucoup aidé. Et donc pour répondre directement à ta question, même si effectivement 30 ans se sont écoulés, comment dire, j'ai pas l'impression d'avoir tellement changé. Je crois que j'ai toujours la même, je vois que ça te fait sourire, mais c'est vrai. Je crois que j'ai toujours le même enthousiasme, peut-être une certaine forme de bienveillance. En tout cas, le fait d'établir une confiance avec mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, parce qu'effectivement, au départ, c'était le joueur de tennis, mais après, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Et puis, effectivement, le tournoi de tennis de Roland-Garros amène souvent des chefs d'État, des premiers ministres, enfin, je ne sais pas, des prélats, que ça, je veux dire, sans parler d'artistes de variété, d'acteurs, réalisateurs, chanteurs, etc. Et honnêtement, j'ai toujours essayé de faire ça. Je veux dire, bon, il y a des choses plus dures dans la vie qu'un match de tennis. Il y a des choses plus stressantes qu'un match de tennis. Et j'ai toujours eu ça en moi. Et ça, je pense que c'est le fait d'être justement rentré à la télévision assez tard sans que jamais ça soit une obsession pour moi. Et ça ne l'a jamais été et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui m'a fait durer dans ce métier. Justement, avoir cette philosophie-là. À cette époque-là, tu es collaborateur extérieur. Après, tu es devenu employé France Télé. Comment a évolué ton statut? Oui, c'est à peu près ça. Enfin, je te passerai les détails des échelons qui sont un peu compliqués, assez administratifs, surtout chez nous. Mais oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que comme je savais qu'on avait peut-être parlé de ça, j'ai revérifié là tout à l'heure. Je suis entré véritablement comme on dit, comme CDI. Au début de l'année 92, donc 4 ans après quand même, parce que nous allions avoir successivement les Jeux Olympiques d'Albertville et de Barcelone, où nous avions également signé un contrat d'exclusivité. Et là, j'avais fait, on va dire, un peu mes armes avec le tennis, un peu avec le golf, un peu avec l'équitation aussi. Il y avait les trois, les trois sports qui figuraient sur le logo de Antenne 2 FR3 à l'époque étaient équitation, golf et tennis. Et je trouve que dans ces trois sports,
on m'attribuait une certaine compétence. Donc, j'ai signé effectivement mon premier, on va dire, contrat CDI en début 92. Voilà. Donc, 4 ans après, effectivement, mais la période d'essai, si je puis dire, a duré 4 ans. Voilà. Ah oui, il rigole pas, hein. Pas bon, mais tu sais, je veux dire, là, ouf, c'est une maison, et toujours aujourd'hui, qui est très, comment dire, qui est très stratifiée. Le mot n'est pas très joli, mais enfin, on se comprend, tu vois. C'est, voilà, il y a différents degrés, etc. Et aujourd'hui, maintenant, effectivement, toutes ces années après, je suis ce qu'on appelle grand reporter au service des sports de France Télévisions. Parce que, en fait, France, je peux pas me tromper sur les dates, mais FR3 et Antenne 2 sont devenus France Télévisions justement à cette époque, c'est-à-dire au début des années 90. Est-ce que tu aurais une anecdote sur tes tout débuts, tout débuts, peut-être quelques approximations ou balbutiements, je sais pas trop. Bah, des approximations, comment dire, j'en ai toujours. Hein. J'étais très enthousiaste, donc au début, il m'est arrivé ça va te faire rire. Il m'est arrivé, il y avait le cours Suzanne Langlaine. Mais au début, en fait, on ne retransmettait que 2 cours, tu vois, le Langlaine et le Central, voilà, bien entendu le Châtrier. Et puis le Langlaine, il y avait une atmosphère un peu plus décontractée. Je dis bien, on ne retransmettait que 2 cours. Il y avait d'autres matchs sur d'autres cours, mais les interviews ne se faisaient que sur 2 cours. Et il m'est arrivé sur le Suzanne Langlaine, c'était un match avec Guy Forget qui, je crois, était je sais pas si c'était contre Michael Chang ou contre un crocodile espagnol du genre Correja. Je crois que c'était peut-être contre un joueur espagnol du genre Correja. Et le score était de 6-2, 6-2, 5-2 en faveur de qui tu peux imaginer, surtout sur terre battue. Bon. Et là, donc j'entends les applaudissements. Je pense, le match est terminé, tu vois. Et en fait, changement de côté, 6-2, 6-2, 5-2. Je rentre sur le court et je dis avec le micro, le match n'était pas fini. Ça, c'est quand même une assez jolie anecdote. Et à ce moment-là, il me dit, écoute, Nelson, je m'en souviens toute ma vie. Il dit, le match n'est pas terminé. Il est bientôt terminé, mais il y a encore un jeu. Il était sympa, Guy. Oui, alors, mais là, si tu veux, c'était le genre de match que bon, enfin, Correja Forget sur terre battue, enfin, tu imagines le scénario, tu vois. Je sais plus si c'était Correja ou comment, enfin, tu vois, un joueur espagnol du genre, voilà. Enfin, voilà. Mais je crois que c'était peut-être Correja, enfin, peu importe. Mais donc voilà, ça, c'est une anecdote quand même assez savoureuse d'entrer sur le court micro en main avant que le match ne soit fini. Aujourd'hui, ce serait tout à fait impossible. Comment tes missions ont évolué au sein du tournoi, année après année? Qu'est-ce qu'on t'a confié en plus avec la confiance? Comment dire, déjà au fil des années, nous avons développé sur d'autres cours, tu vois, sur les cours dits annexes, et puis surtout donc dans la tribune présidentielle ou dans les loges, etc., ou dans les tribunes des coachs, viennent souvent des personnalités. Et là, c'est vrai que si je fais une galerie des personnes qui sont venues à mon micro, je veux dire, comme on dit en américain, you name it. Je veux dire, vraiment, que ce soit des sportifs, je veux dire, d'avoir les basketteurs américains, là, O'Neal peut-être. Je suis pas un très grand spécialiste de basket, voilà. Un autre joueur américain énorme. J'ai eu, Pau Gasol, tu sais, le joueur espagnol, enfin, qui est un des joueurs meilleurs catalans du monde, Parker plusieurs fois. Il y a un autre basketteur dont son nom va peut-être me revenir. Enfin bref, vraiment des immenses champions, parce que les basketteurs aiment beaucoup. Et puis, naturellement, tout ce qui est athlétisme. Michael Johnson, dont tu as parlé à Roland-Garros, Carl Lewis, dont tu as parlé à Roland-Garros, Usain Bolt, dont tu as parlé à Roland-Garros, tu vois, et puis naturellement tous les hommes politiques, Clinton déjà nommé, Boris Eltsine à l'époque président de la Russie en exercice, les premiers ministres Chirac, Jospin, enfin je veux dire, les hommes politiques français évidemment quasiment tous, Raffarin, mais et encore une fois à chaque fois, Valls à l'époque était premier ministre, à chaque fois d'une manière très très souriante, très très décontractée. Beaucoup plus souriant que cet après-midi à l'Assemblée nationale, tu vois. Voilà, tu me diras, il n'y a pas de mal. Donc, voilà, voilà. Est-ce que tu as un petit shot d'adrénaline quand même à chaque fois que tu vas voir ces personnes qui t'aident? Comment dire, autant, et là je vais te répondre très honnêtement, on ne va pas vers un président des États-Unis ou vers un président russe entouré de
quatre gardes du corps. On n'y va pas comme ça à la fleur au fusil. C'est impossible. J'ai toujours respecté les codes, respecté une certaine forme de protocole, même si je me suis souvent rendu compte que la personne elle-même est souvent beaucoup plus décontractée que son entourage, ce qui ne t'étonnera sûrement pas. C'est d'ailleurs également le cas des joueurs et des sportifs, tous sports confondus. Donc, souvent, l'approche a été plus, je me souviens, alors ça c'était beaucoup plus récent, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, Thomas Bach, tu sais, le président du CIO, Thomas Bach, il fallait passer par 3 ou 4 intermédiaires, secrétaires, et puis finalement, lui, il est vraiment très sympa, tu vois. Donc voilà, et du coup là, j'y suis allé sans autorisation particulière. Donc voilà, ça c'est une leçon la leçon que je tire de tout ça, c'est que, mais peut-être toi tu as le même témoignage, c'est que la personne concernée, la plupart du temps, elle va dire oui, mais l'entourage de la personne concernée, je veux dire, ils sont presque payés pour dire non. Ou tout moins pour dire pas oui tout de suite, tu vois, ce qui justifie presque leur poste. J'ai quantité de témoignages là-dessus. Ouais. Et là, depuis le début du confinement, on a vraiment passé la seconde sur les épisodes de podcast. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de joueurs que j'ai admirés toute ma jeunesse, où je m'en faisais une montagne. Mais même faire un épisode avec toi, Nelson, j'ai eu un petit coup de pression quand même. Non, pas avec moi, voyons. Non, mais je suis sûr que, donc tu confirmes ce que je disais il y a 2 minutes, c'est que l'intéressé est souvent beaucoup plus sympa que l'entourage. Tout à fait, ouais, tout à fait. Absolument. Ça ressemble à quoi une journée avec toi sur le tournoi pendant la quinzaine? Bah écoute, j'essaye que ce soit la journée la plus souriante possible. J'ai toujours eu 2 pensées en tête. Ce que je disais il y a quelques minutes, c'est, je veux dire, après tout, ce n'est que du sport, ce n'est que du tennis. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, bien plus graves dans la vie. Ça, c'est la première chose. Et il en découle du fait de donner du bonheur aux téléspectateurs. C'est-à-dire que, voilà, déjà, je considère que c'est un vrai bonheur et un vrai privilège pour moi d'être aux côtés de joueurs depuis maintenant 30 ans. Ça me paraît incroyable, quoi. Incroyable. Donc ça, c'est un premier point. Donc j'en suis extrêmement conscient, extrêmement reconnaissant aussi d'une certaine manière. Et donc ce qui découle de ça, et ça c'est quelque chose que j'ai depuis toutes ces années, c'est d'essayer d'être le plus souriant possible et de donner du bonheur aux gens. Je dirais même que c'est ce qui anime l'équipe de France Télévisions sur ma langue à fourcher, mais sur toutes les épreuves. Je ne sais pas si nous sommes le plus grand terrain de sport du monde, mais en tout cas, j'espère que nous sommes le plus souriants. Et ça, je pense pouvoir dire que oui. C'est que j'ai toujours pensé que le sport à la télévision, c'était pour donner du bonheur avant tout au public. Concrètement, à quelle heure tu arrives dans l'enceinte du stade et comment tu structures vraiment ta journée? Bah, grosso modo, les journées, c'est 8h30, 9h jusqu'à 22h parce que, oui, en général, on a une conférence de prévision qui commence vers 9h, 9h30. Moi, j'aime bien arriver un peu avant pour lire la presse, je dirais pour humer un peu, ça va sûrement te dire quelque chose, pour humer un peu voilà, pour voir s'il va faire beau, pour faire tout ça, pour voir la petite danse des ramasseurs de balles, pour aller un peu sur les stands, etc. Et puis après, la journée, elle commence à 11h, comme tu le sais, avec les premiers matchs. Et puis elle va jusqu'à pas d'heure, en tout cas la première semaine. Et je dirais que c'est assez curieux parce qu'en fait, la deuxième semaine, évidemment, il y a beaucoup moins de matchs, mais ils sont plus importants. Donc, c'est vrai que c'est une quinzaine quand même qui est très pleine et je m'impose une certaine discipline. Je ne bois pas une goutte pendant 15 jours. Ça, c'est quelque chose que, c'est pas possible. Si, c'est vrai. Je m'imagine quand même que les joueurs ne boivent pas. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Donc, à partir du moment où moi, je les côtoie, tout le temps, j'essaie de faire comme eux et j'y arrive. J'ai fait un épisode avec Arnaud Clément qui me parlait de j'aime beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup Arnaud. Ouais. Il me parlait de son titre en double à Wimbledon et c'était l'époque où Mikael Yodra commençait à découvrir et se passionner pour le vin. Et tous les soirs, ils se basculaient tous les deux une bouteille de vin à chaque victoire et sachant qu'ils ont gagné. En blague. Ouais. Ouais, mais enfin bon, alors déjà le vin, parce que c'était des très bons vins. Ouais. Et puis c'était une fois tous les 2 jours, parce qu'ils jouaient pas tous les jours, n'est-ce pas?
absolument. Puis c'est le double. Enfin, en plus, là, tu me parles de deux gars que j'aime beaucoup, je vais pas. Mais je pense que les joueurs, par exemple, Rafa, je serais assez surpris, enfin, je sais même que non, qu'ils boivent pendant un tournoi. Ils boivent peut-être une fois dans l'année, le 31 décembre. Tu termines la quinzaine un petit peu sur les rotules, du coup? Oui, parce que je dirais au-delà de la fatigue physique, qui quand même existe, parce que, enfin, tu connais les lieux, à Roland-Garros, tu piétines énormément. Tu es debout presque tout le temps. Alors évidemment, c'est pas un jogging de 20 km dans la forêt, mais je pense que c'est beaucoup plus fatigant qu'un jogging de 20 km dans la forêt. Tu piétines, tu es souvent debout. Moi, je sais que, par exemple, les gens qui sont sur une épreuve type, enfin, sur un événement type le mondial de l'automobile, ça peut se comparer. Ils sont debout toute la journée. Et bon, là, en plus, ils sont à l'intérieur, donc c'est encore plus. Mais c'est vrai qu'une journée à Roland-Garros déjà est fatigante. Et alors, évidemment, au bout de 15 jours, c'est une fatigue multipliée par 15. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et j'étais persuadé que tu étais uniquement sur le central. Je parcours les allées. Sur la deuxième semaine, oui, puisqu'il y a pratiquement plus de matchs, un peu sur le Langlen, mais je parcours les allées, je parcours les loges VIP, etc. Mais dans les loges VIP, j'ai toujours privilégié ceux qui s'intéressent vraiment au tennis. D'accord. Je ne suis pas je ne veux pas faire, si tu veux, une interview d'un chanteur, d'un acteur, réalisateur que sais-je, qui serait uniquement là pour montrer qu'il est là. J'ai toujours voulu privilégier, je crois y avoir réussi. Bon, je me dis déjà que quelqu'un qui vient à Roland-Garros, a priori, c'est qu'il ne déteste pas le tennis. Ouais. Enfin, tu connais la nature humaine comme moi. Il y en a qui aiment plus ou moins. Il y en a qui aiment bien être photographié, être filmé, parce que c'est la nature humaine. Et comment tu sais la différence? Ben, je parle avec eux avant. Ça, c'est très simple. Je parle avec eux avant. Alors, je vais donner un exemple. Quelqu'un que tu connais, qui est ta génération, qui est un jeune artiste français que j'aime énormément, c'est Vianney. Ouais. Qui adore le tennis, le tennis et franchement, et je suis sûr qu'il joue en plus. Tel que je perçois sa personnalité, je suis sûr qu'il doit en plus plutôt bien jouer. Et ben après, on a fait une interview formidable. En plus, il connaît l'histoire du tennis, les grands noms. Tu vois, si tu lui parles de Rod Laver, etc. Même avant, tu vois. Bon ben voilà, ça c'est un régal. C'est un régal. Sting, le chanteur américain, Sting adore le tennis. Il adore le tennis. Il connaît les grands noms, etc. Donc là, ce sont des interviews qui deviennent formidables, quoi. Tu vois, voilà. J'ai des souvenirs avec quelques chanteurs d'opéra, avec les frères Capuçon, les artistes, les violonistes et violoncellistes. Enfin, voilà, tu vois, voilà, ça, ce sont des belles rencontres. J'ai croisé Vianney sur un tournoi, sur une tournée, mais oui, il doit jouer 15-5, je pense. Mais tu vois, c'est un passionné. Pour la petite histoire, je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés, mais il est très ami avec Herbert. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. C'est assez amusant, tu vois. Mais voilà, ça c'est pour la petite histoire. Quelle est ta manière de préparer l'interview, Nelson? Comment? Bon, naturellement, j'assiste au match, ça me paraît être la moindre des politesses et la moindre des. Maintenant, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, je connais un peu les joueurs. J'ai toujours essayé vis-à-vis des. Ça dépend de l'intensité du match. Si quand Rafa se promène en 3-7 pour les 4 premiers tours du tournoi de Roland-Garros, je vais pas trop rentrer dans les détails du match. Je vais pas 6-5 dans le premier set à 40-30. Pourquoi est-ce que vous avez servi à droite ou servi à gauche? Ça n'a pas d'intérêt. En plus, je travaille pour une chaîne grand public. Donc, avec Rafa, je vais aller vers des détails un peu plus intimes, tu vois, intimes. Un peu plus personnel, on va dire, tu vois, comment est-ce que vous passez une journée à Paris? Est-ce que vous êtes arrivé de faire autre chose que de vous entraîner? La réponse est oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de visiter quelques musées? La réponse est oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous flâner, de vous balader dans les rues de Paris? La réponse est oui. Je dis oui pour lui, parce que c'est pas le cas de tous. Et j'ai appris un petit peu à les connaître. Je me souviens, là, tu es trop jeune aussi, mais enfin, c'est un joueur, évidemment, légende du tennis, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis, Pete Sampras. Bon, Pete Sampras était un immense joueur, mais qui n'avait aucun autre centre d'intérêt que le tennis. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc, une ou deux fois, j'ai voulu essayer d'aller plus loin et ça a pas donné grand chose, tu vois. Donc, voilà.
Au fur et à mesure, je les connais, je sais lesquels avec lesquels je peux aller un petit peu plus loin. Les joueurs français, évidemment, je les connais très bien. On a une vraie complicité. Voilà, c'est ça, ça vient, je dirais, avec le temps et avec l'expérience. Pour toi, c'est quoi une interview réussie? C'est une bonne question, ça. J'ai souvent coutume de dire que je suis comment un peu un passeur d'émotions. Et un passeur d'émotions, c'est les émotions positives ou les émotions négatives. Souvent, d'ailleurs, je me dis qu'au fond, une interview peut-être plus réussie avec un vaincu qu'avec un vainqueur. Parce que bon, déjà, le vainqueur, tu es sûr de le voir au tour suivant, n'est-ce pas? Alors que le vaincu, c'est terminé. Quand le vaincu accepte de parler, c'est déjà parce qu'il, je pense qu'il a une certaine confiance, parce qu'il a une certaine peut-être empathie avec moi, etc. En tout cas, moi, je l'ai avec lui. Donc voilà, c'est une interview où le réussi, où le joueur, ou le joueur, quel que soit le sport, en sort plus heureux qu'il ne l'est s'il est vaincu. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une interview, ça veut dire se réjouir de la victoire et compatir à la défaite. Et dans les deux cas, il faut que ça soit sincère. Dans le premier cas, c'est assez facile. Quelqu'un qui gagne, il va être heureux de faire partager. Dans le deuxième cas, c'est plus difficile. C'est là où la psychologie rentre en ligne de compte. On me dit souvent que j'ai cette psychologie. Donc voilà, je vais essayer de continuer. Et quand tu arrives le matin en découvrant le programme du jour que tu as certainement eu la veille, est-ce que tu écris un petit peu quelques lignes directrices? Est-ce que tu as Oui, mais c'est drôle parce que je les écris, mais je ne m'en sers pas. Mais là, peut-être que le fait de les écrire, ça rentre dans la tête, tu vois. Mais je ne m'en sers pas. Je ne vais jamais faire une interview avec des feuilles sous les yeux ou avec un portable sous les yeux ou non, jamais. La spontanéité. Et d'ailleurs, comme à peu près la moitié des interviews se fait sur le cours. Et en studio, on peut imaginer avoir quelques notes. Mais sur le cours, c'est complètement impossible. Je vais quand même pas regarder mes notes pour. Donc, si tu veux, voilà. Effectivement, j'écris quelques penses-bêtes, peut-on dire, mais je ne m'en sers pas. Tu nous as dit là ce qui était une interview réussie, mais une interview foirée, du coup, ça ressemble. Une interview foirée, je vais te dire, j'évite parce que il m'est arrivé de ne pas faire d'interview quand je sens pas le bonhomme. Ok. Ou la fille. Donc, j'ai quelques souvenirs avec Sampras, avec Becker, les rapports étaient un petit peu plus difficiles. Avec Agassi, parfois, les rapports étaient un petit peu plus difficiles. Avec certaines joueuses russes, les rapports étaient un petit peu plus difficiles. Mais je veux dire, mais il y a tellement à l'inverse de satisfaction. Et puis il y a Rafa. C'est vrai que je parle de Rafa, mais parce que je veux dire, bon, c'est le roi ultime de Roland Garros. C'est le plus grand joueur déjà pour moi, c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Mais en plus, c'est le plus grand gentleman que ce sport ait jamais eu. Je te vois, semblait être d'accord. Je veux dire, donc, à partir du moment où ça se passe bien avec lui, ça me suffit. Ça me suffit. Je veux dire. Et ça fait boule de neige. Et ça se passe bien avec 99% des gens. Mais quand bien même ça se passerait un peu moins bien avec Pierre-Paul ou Jacques, ça se passe bien avec le numéro 1 mondial. Donc voilà, à partir de là, ça va. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Et avec Roger, comment ça se passe? Très bien aussi, très bien aussi. Maintenant, les événements font qu'il est venu beaucoup moins souvent à Roland-Garros et surtout qu'il y a été beaucoup moins heureux. Si Federer avait gagné 3 ou 4 fois Roland-Garros, ça serait différent. Mais là, comme tu sais, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, c'est parfois un peu plus compliqué parce que ça s'arrête avant la fin. Et c'est vrai que quand, je crois 3 ou 4 fois, il a été battu par Nadal en finale, mais vraiment battu, quoi, tu vois. C'est plus compliqué, évidemment. Si on avait retransmis Wimbledon et qu'il aurait gagné 7 ou 8 fois Wimbledon, qui a été le cas, je me serais régalé avec lui. Je crois vraiment, et même Djokovic, je crois que le tennis a une génération en or. Le fait est que ces trois-là vont sans doute d'ici, Federer, c'est malheureusement quasi certain, je veux dire d'ici 1 an ou 2, je pense que Djokovic et Nadal continueront un petit peu plus, mais forcément l'essentiel de leur carrière est quand même plus derrière que devant, et ça va être une génération en or qui va être très difficile, je suis pas le premier à te le dire,
mais qui va être très difficile de remplacer, très difficile. Selon toi, pourquoi Djoko a un peu moins la cote que les deux autres? Ça, c'est une autre bonne question parce que je ne me l'explique pas. Il fait tout. Franchement, je le connais bien, Novak. Je le connais vraiment bien. Je connais bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'appelle par mon prénom. À partir de là, je pense que ça veut dire que, tu vois, c'est peu et beaucoup à la fois, tu vois. La prochaine étape, c'est Bobby. Il fait tout. Il fait. Maintenant, il faut lui donner ton surnom. Je veux dire, il fait tout pour se rendre agréable. Il fait tout pour se rendre agréable au public français. Je pense même au public mondial, tu vois. Et il y a quelque chose, il y a un grain de sable. Je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Je me l'explique peut-être par ses débuts sur le tour, où il était vraiment entouré déjà de gens assez durs, assez coriaces, tu sais. C'était l'époque où le jeune Serbe arrivait un peu, un peu dur, quoi, au départ. Tu vois, je te parle du Djokovic, pardon, d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il est vraiment sympa, quoi. Il est vraiment sympa. Il est sympa avec les ramasseurs de balles, il est sympa avec l'entourage, avec le staff, avec les organisateurs, il est très sympa avec les médias. Il y a un petit défaut. Il a un petit défaut qui, à mon avis, l'éloigne sans doute des médias en général quand il fait ses conférences de presse devant, je sais pas, parfois il peut y avoir jusqu'à 150 journalistes peut-être. Il a un côté un peu pince sans rire. Et ça, un humour un peu second degré, je pense que je ne t'étonne pas en disant ça. Et ça, c'est vrai que ça passe parfois assez mal auprès de certains de mes confrères. Mais comme c'est un garçon intelligent, moi, le Djokovic que j'ai pu recevoir, c'est soit sur l'interview, soit sur le cours, c'est le premier. Et là, il est intelligent, il sait à qui il s'adresse. Il n'a jamais été comme ça. Mais il a un côté un peu, effectivement, humour à froid, humour second degré qui peut déplaire à certains. Et ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que effectivement, il est face à deux joueurs qui sont les chouchous absolus du public. Si tu veux, si Djokovic était face sans arrêt à un Murray ou à un Thiem, etc., il n'y aurait pas ça, tu vois. Mais là, il est face aux deux joueurs, et je mets Federer un peu moins à Roland Garros, mais puisque tu me parles essentiellement de Roland Garros, ou de Monaco peut-être, qui est un tournoi sur lequel on a quand même pas mal d'habitude, il est face aux joueurs les plus aimés peut-être de l'histoire du tennis. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans ce sas juste après la sortie des joueurs, avec généralement les joueurs encore tout dégoulinants, à chaud, au cœur de l'action? Ouais, je me dis qu'il faut pas que la première question tombe à plat. D'accord. Je suis obsédé. Je suis très concentré sur la première question. Et généralement, comment tu lui donnes cette puissance à la première question? Généralement, j'oriente sur l'adversaire. Parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Évidemment, encore une fois, si Rafa se promène et gagne 3 fois 6-1, c'est difficile de dire que tel ou tel joueur a été bon, etc. Mais s'il y a un match un petit peu accroché, s'il y a un 6-4 ou un 7-5, même si c'est en 3-7, je dis, bon, je pense que ce joueur, vous le respectiez beaucoup et vous aviez raison, tu vois. Et là, déjà, le joueur va dire, parce qu'il est entraîné sur ce sentier, il va avoir un mot gentil sur l'adversaire. Et ça plaît énormément au public, ça plaît énormément aux joueurs de le dire parce que ça lui donne un côté fair play. Et donc voilà, c'est de cette manière que je commence. C'est un petit gimmick que j'ai et c'est de cette manière que je commence. Tu parlais de Becker qui n'était pas évident à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, Becker, je le vois maintenant pratiquement chaque année à Roland Garros, ça se passe très très bien. Quand je dis qu'il n'était pas évident, mais c'est un peu pareil que pour Federer. Non, pas tout à fait. Je pense que Federer est quand même plus souriant et puis Federer a quand même été un peu plus performant à Roland Garros que Becker. Mais enfin, c'est vrai que dans la mesure où un joueur pense qu'il est dans un environnement, sur une surface un peu hostile, il est forcément un peu plus tendu. Il me semble qu'il a été une année, peut-être pas finale, mais demi-finale. Oui, demi-finale, je pense. Et c'est vrai qu'il était toujours un peu tendu, un peu, voilà. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Le joueur lui-même. Et là, aujourd'hui, il fait quelques efforts pour parler français. Non, franchement, ça se passe bien. Y a pas de... Tu nous en as cité une tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous faire rêver à nouveau avec 2-3 jolies bourdes que tu as pu faire au fil des années?
en 30 ans, quand même. Bah oui, genre, ben, bien sûr, il m'est arrivé de prendre un joueur pour un autre. Il m'est arrivé de confondre comment était-ce. Il y avait un joueur américain qui s'appelait. Ouais, c'est vrai que quand tu rentres sur un coup, tu sais pas, tu prends pour un autre. Oui, il y avait un joueur qui s'appelait Medvedev, qui était quand même pas anodin. Medvedev, il était en finale contre Agassi. Andrei, oui. Et alors justement, Andrei, et moi je n'arrivais pas à me mettre en dehors de la tête que son prénom était Alexei. Et c'était Andrei. J'ai dit Alexei, il est Andrei, il était pas, il dit, the next time you call me Alexei, I don't do the interview. On compris ce que ça voulait dire, tu vois. C'est un truc incroyable, j'avais pourtant, et la prochaine fois, c'était, je sais pas, c'était pas finale, hein, c'était quart de finale, peut-être, quelque chose comme ça. Et il gagne le quart de finale. Et je vais de nouveau, Alexei. Et là, il me dit, I told you, I'm leaving. Je peux dire que là, ouais, là, c'est pas vrai, je suis un âne, je veux dire. Et, peut-être huitième, je sais plus. Et là, le match suivant, quart de finale, là, j'aurais pu préparer un immense carton qui s'appelait Andrei. Et puis finalement, ça c'est. Mais ça, on va dire, c'est une sorte de petite bourde. Mais voilà, ça. Mais je peux te dire que c'est comme quand l'histoire avec Michael Chang qui repasse sans arrêt dans des zappings, là, tu sais, où il dit I would like to thank Lord Jesus. Enfin, je pense que tu as dû voir cette séquence plus d'une fois. Même pas. Hein? Tu t'en souviens pas? Non. Michael Chang, quand une année il gagne, c'est évidemment tout le monde s'en souvient. Puis une autre année, il perd en finale contre Thomas Muster. Et puis bon, il y a eu l'effervescence sur le cours, etc. Et I would like to thank Lord Jesus, voilà, parce qu'il était très croyant, Michael. Et le cas de huitième de finale, quart de finale, à chaque fois, il dit Lord Jesus. Et là, le brouhaha du public, t'as 15 000 spectateurs sur le central et tout. Et et maintenant, Michael tient à remercier, je vois Lord Gigi, j'entends pas très bien, un certain Luigi que j'avoue ne pas connaître. Et c'est le pizzaiolo du coin, tu vois. Et à ce moment-là, Jean-Paul Lotte, que tu connais, bien sûr, nous avons vraiment comme consigne absolue de ne pas nous contredire à l'antenne, parce qu'on ne sait pas. Mais là, si là, et donc Nelson, il vient de remercier Jésus. Et lui, je le connais quand même bien, tu vois. Donc, si tu veux, là, si tu veux, là, tu dis, c'est pas vrai, je viens de signer ma dernière heure sur le coup, tu dis, c'est pas possible, t'as le cœur qui bat à 300 à l'heure, tu vois, et puis au fond, le lendemain, et puis surtout, quelques semaines après, tu t'en souviens en souriant, donc c'est ça. Mais je dirais que les bourdes sont toujours inattendues. Il n'y a jamais eu de bourde volontaire, tu vois, d'ailleurs, c'est ce qui fait la bourde. La gaffe est toujours inattendue et involontaire. Et les gens ne m'en ont jamais voulu, au contraire. Donc ça fait partie, je dirais, voilà, de ce côté, j'espère, assez chaleureux que j'essaie d'avoir. Merci de l'avoir raconté, Nelson. Elle est exceptionnelle. Tu la connaissais pas parce qu'elle passe très souvent dans les I'd like to thank Lord Jesus. Luigi, que j'avoue ne pas connaître. Tu peux la retrouver, je sais plus exactement quelle année. L'année où Chang est battu en finale. Il me semble que c'est 95 ou 96 par là. Enfin, voilà. TTA plus 6 ou 7. C'est fabuleux. Bon, voilà. Tu nous as partagé avec générosité quelques bourdes et au contraire tes plus belles réussites, vraiment, tes marques de fabrique. Alors, je vais te dire, c'est drôle parce que c'est une année où les gens ne s'en souviennent peut-être pas trop et pourtant c'est une des rares victoires françaises. C'est quand Marie Pierce a gagné en 2000. Il se trouve qu'avec Marie Pierce, qui aussi est une personne un petit peu, qui a son caractère, n'est-ce pas? Avec moi, ça se passait toujours bien et d'être le premier à l'approcher quand elle a gagné ce tournoi qui était le Graal de sa vie, quoi. Une Française qui gagne à Roland-Garros. Je pense que Maurice Mo aurait beaucoup donné pour ça, n'est-ce pas? Et elle était d'une telle, il y a une photo où on nous voit tous les deux, elle a la tête en arrière comme ça. Elle est en extase. Et c'est vrai que c'est un bonheur à partager formidable. C'est vraiment un souvenir. Je dirais que là, il y a presque pas de question, quoi. Tout vient naturellement, quoi. Est-ce que Marie, est-ce qu'on peut partager votre bonheur, quoi, tu vois? Ouais, je dirais ça, c'est un souvenir très fort. Je veux pas te parler des 13 victoires de Rafa. Il y a une chose concernant Rafa. 12 victoires en Roland-Garros. Est-ce que tu imagines un peu?
Tu imagines un peu. Non, mais il y a une chose que je voulais dire sur Rafa, c'est la première année où il a gagné, c'était en 2005, ça je m'en souviens. Il avait 18 ans contre Puerto en finale. Et contre Puerta en finale. Et tu te disais, tu sais, quelquefois, il y a quelques années avant, il y a Ferrero qui avait gagné. Tu disais, bon, il va peut-être pas gagner tellement de fois. Mais Rafa, quand tu le voyais là, tu vas dire, lui, on va le revoir. On va le revoir. Je pensais pas qu'on allait le revoir 12 fois, hein, mais on allait le revoir. Je savais que ce joueur allait aller loin, mais je pensais pas aussi loin. Quand Rafa avait 12 ans, ils ont fait un dîner chez Carlos Moya à Majorque. Et Carlos il dit à Tony, est-ce que tu signes aujourd'hui pour que Rafa ait la carrière d'Albert Costa, qui à l'époque avait déjà gagné Roland, et Albert Costa était 7e mondial. Tony dit, non, je signe pas. J'ai confiance, je pense que Rafa fera mieux. Carlos lui dit, est-ce que tu signes pour ma carrière à moi? Ça, c'est déjà une meilleure question, ça. Numéro 1 mondial, quand même, hein. Exactement. Et bon, c'était Carlos qui les invitait à dîner chez lui pour faire plaisir. Tony dit, là, ouais, ok, je signe. En sortant de la maison, il regarde Rafa, il dit, jamais je signe son papier. Ah, j'adore. J'ai cette confiance incroyable. J'adore. Comment est-ce que tu as appris toutes ces langues? De naissance, dès le plus jeune âge. Bon, l'anglais, le français, c'est langue maternelle, paternelle, et puis l'espagnol est venu un petit peu après. Et puis j'ai toujours eu une certaine facilité pour les langues que je ne pratique plus beaucoup, malheureusement. Enfin si, les trois que je viens de citer, je les pratique évidemment encore, mais à un moment donné, je parlais plus, je parlais l'allemand quasi couramment, que j'ai perdu. J'avais quelques notions de néerlandais que j'ai perdu. Ça, c'est une langue très compliquée. Donc voilà, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je pense que la première responsabilité qui échoue à un journaliste, et d'ailleurs je tiens à te le dire, Max, parce que je le pense, notre entretien en est la preuve, et de bien s'exprimer dans la plus belle langue qui soit, à savoir le français. Je crois que la première responsabilité est là, de bien s'exprimer, de bien écrire, de bien, voilà, de pas faire de fautes de syntaxe, etc. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, et voilà. Moi, on me dit, oui, c'est formidable, vous parlez anglais, etc. Mais moi, la plus gentille chose qu'on puisse me dire, c'est, vous vous exprimez bien en français. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que j'essaye d'être. Voilà. Comment tu te sens quand tu glisses quelques phrases juste avant le match? Tu les murmures à moitié. Dans quel tu veux dire quand les joueurs arrivent en haut des marches, là, etc. On va arrêter ça. On va arrêter ça sur ma demande. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, et je trouve que c'est aller un peu violer une certaine forme d'intimité. Et en plus, si tu veux, ce sont des propos d'une banalité totale. Sur ma demande, nous allons arrêter ça, et je trouve que c'est très bien comme ça. Sauf peut-être le jour de la finale, parce que bon là, mais sinon non. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut systématiser. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, je suis confiant. Non, c'est pas. Voilà. Depuis 2019, tu ne fais plus d'interviews sur le court. Est-ce que ça a été dur à accepter, ou comment tu l'as vécu? Non, mais là, pardonne-moi, Max, mais ça, c'est une fausse information. J'ai continué à faire plein d'interviews sur le court, et pas seulement sur le central, sur le Langlaine, etc. Enfin, je sais pas ce qu'on appelle sur le court, à la sortie du cours, mais enfin, c'est sur le cours, quoi. Donc, non, je sais pas d'où est venue cette information. Mais... C'est pareil, il y a énormément quand j'ai fait mes recherches, il y a beaucoup de liens qui informent ça, et en disant oui, mais passé par d'anciens joueurs, tout simplement. Non, puisque voilà, il suffit de regarder quelques images de Roland Garros de l'année dernière pour voir que voilà que d'ailleurs je veux pas trop rentrer là-dedans, mais je pense que le travail d'intervieweur comme de commentateur, etc., c'est très bien de faire appel à des consultants. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, et c'est très, mais je pense que c'est un journaliste de faire une interview de fin de match, et non pas un ancien joueur. C'est mon opinion. Il semble qu'elle soit partagée par nombre de mes confrères, que ça peut être moi ou un autre, hein, mais c'est un journaliste de faire les interviews Ceci dit, quand on voit un Jim Courier aux US, ou c'est leur manière de procéder, ce n'est pas nécessairement la nôtre, et
et ce n'est pas nécessairement celle que souhaitent les téléspectateurs. Et ce n'est pas nécessairement celle dans la manière dont procèdent la plupart des télévisions européennes. Je dis bien des télévisions européennes. Puisque que ce soit l'Italie, que je vois sur la natation, l'athlétisme, la Grande-Bretagne, etc., l'Allemagne, alors là, ils veulent même pas en entendre parler. Ce sont des journalistes qui font des interviews d'après-match, ou d'après-course, ou tout ce que tu veux. Combien de temps tu as encore envie de faire et comment tu vois la suite? Ça, c'est sans doute la dernière question. Ah non, même pas. Près de la fin. Non, mais si tu veux, pour répondre très honnêtement à cette question, je travaille pour une chaîne de service public. À partir de là, je me dis que le véritable patron, entre guillemets, c'est le public. Plaire au public, c'est la chose la plus importante. Donc, à partir de là, tant que les sondages et autres me mettront très bien placé, si ce n'est en tête des journalistes de sport préférés des Français, je continuerai. Tant que j'aurai cette passion en moi, et je pense que cet entretien en est la preuve, je continuerai. Tant que j'aurai surtout cette faculté d'enthousiasme, je continuerai. Donc voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse te donner, Max. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu ressens, Nelson, quand tu es à Roland, que tu sens que tu as quand même une certaine popularité, qu'il t'arrive de signer des autographes, qu'on t'interpelle? Moi, personnellement, tu m'as déjà mis quelques vents, mais… Non, c'est une blague. Ah non, je te promets. Non. Ah bah pourtant c'est rare parce que ou alors c'était peut-être parce que vraiment j'étais un peu je sais pas, parce que sinon c'est très très rare, hein. Ceux qui me connaissent savent que voilà, je dis toujours oui, et si possible avec le sourire, et quand c'est vraiment pas possible, je m'en excuse. Donc on va dire qu'on se rattrape aujourd'hui là. Plus que jamais. Quel est ton secret pour mettre en confiance tes interlocuteurs? J'ai souvent coutume de dire qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Je le pense vraiment. C'est une manière d'accueillir, une manière de faire sentir que la personne est la bienvenue. D'ailleurs, je dirais que ça dépasse le fait de l'interview. Je pense que c'est exactement pareil dans la vie. Je pense que les 15 premières secondes sont très importants. Tu vois, par exemple, je vais te dire là, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais je savais que ça allait bien se passer. Dès que je t'ai vu, ça compte, ça. Voilà, donc voilà, je pense que, et il m'est arrivé en revanche plus d'une fois, tu vois, de peut-être un peu moins en tennis, mais par exemple en athlétisme ou en natation, etc., te mettre le micro derrière le dos pour demander à la personne s'il acceptait ce client. Si tu arrives avec le micro, tu vois, voilà, je fais le geste comme ça, là, il a juste sous le menton, il y a moins de comment dire, d'intimité et de confiance. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit truc que j'ai, et je ne m'en suis jamais départi, jamais. Comment est-ce que tu as vécu de voir ta marionnette au Guignol ou de t'entendre le matin sur Europe 1? Bah, c'était encore le cas ce matin. Ah oui? Comment? Oui, c'était encore le cas ce matin. D'ailleurs, tiens, je peux l'écouter en replay parce que, ah oui, ça te fera beaucoup rire parce que c'est de tennis qu'il s'agit. Mais Nicolas est exceptionnel en plus. Il est fabuleux. Comment? Nicolas. Oui, c'est Rafa. Donc, c'est un dialogue entre Rafa Nadal et les joueurs français. En fait, si tu écoutais en replay, c'est passé un petit peu avant 9 heures. Bon, je n'écoute pas, évidemment, j'écoute pas tous les matins, mais souvent on me le rapporte, et voilà, je dirais que c'est extrêmement, extrêmement drôle. Il se trouve que Nicolas Canteloup, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est devenu une sorte un peu de talisman porte-bonheur pour moi, parce que c'est vrai que ça veut dire que j'existe, et que j'existe en plus de manière agréable. Et l'inverse est également vrai. Je te fais l'histoire courte, mais lorsque Nicolas a démarré, il était, le savais-tu, au Club Med. Il était géo au Club Med. Spécialisé dans l'équitation. Et tu sais qu'au Club Med, on fait souvent le soir des spectacles. Et lui, finalement, on faisait des imitations déjà. Enfin, je te parle de ça il y a, je sais pas, 25 ans, comme ça. Il était dans le Massif Central, à Pompadour, à côté de Clermont-Ferrand. Et pour essayer de décoller, de démarrer un peu, il a envoyé des voix au Guignol de l'Info à l'époque, à Charles Bietri, dont tu te souviens sûrement. Ouais. Et il a envoyé 2-3 voix, dont la mienne, qui lui permettait de mettre en scène d'autres personnes, puisque poser des questions. Et l'une des premières voix, peut-être même la première voix qui a été acceptée dans la panoplie des Guignols, c'était la mienne. Et donc, il m'a toujours considéré un peu comme une sorte de porte-bonheur. Et moi, d'ailleurs, je lui avais remis son disque d'or, son DVD d'or sur scène il y a quelques années. Et moi, je suis bien obligé de dire que l'inverse est vrai. Et alors, en plus, depuis, j'ai
fait la connaissance, est vraiment devenu un ami alors de son auteur, qui est un garçon qui s'appelle Philippe Cavrivière de Saint-Raphaël, qui est un passionné de tennis. C'est son sport le plus, c'est l'auteur de Nicolas Canteloup, donc si tu veux, il lui doit quand même beaucoup, parce que les textes les imitations les meilleures qui soient, si le texte n'est pas drôle, au bout de quelques minutes, on s'en lasse. Tu es probablement d'accord, tu vois. Donc, Nicolas est co-auteur, mais Philippe, c'est sûr, est vraiment son auteur de prédilection. Et Nicolas, ils se doivent les deux beaucoup. Et pour Canal, on te demande ton autorisation ou Ah non, du tout. Non seulement on ne demande pas l'autorisation, mais en plus, ça vient comme une formidable surprise. C'est-à-dire que rien n'avait filtré. Alors aujourd'hui, peut-être qu'avec les réseaux sociaux, l'Internet, etc., ça filtrerait davantage, mais rien n'avait filtré. D'ailleurs, c'était un soir de 95 ou 96 de mémoire, donc ça remonte quand même à quelques années. Et on me dit le lendemain, est-ce que tu as vu les Guignols hier soir? Je dis non, essaye de regarder. Et là, effectivement, c'était un régal, parce qu'il faut bien reconnaître que bon, même si la marionnette avait peut-être un nez un peu plus long que le mien, je veux dire, le ton de la voix, bon, forcément, c'est un petit peu forcé, mais ça, c'est le propre mais essaye de réécouter ce matin, parce que franchement, ce matin, c'était vraiment très, très drôle. Très, très drôle. Sur les joueurs français qui maintiennent il n'y a pas de problème de la distanciation sociale pour les joueurs français de tennis à Roland-Garros quand ils reçoivent le service de Nadal. Ils se mettent à 10 mètres derrière la ligne de fond de cours. Donc, ça fait 33 mètres plus 10 mètres. Enfin, c'est très, très drôle. Très, très drôle. Tu joues au tennis, toi, toujours, Nelson? Alors oui, j'y joue avec mes deux filles. Je veux dire, je suis pas un champion. Et on fait des doubles essentiellement en été, enfin au printemps, en été. Je joue un tennis ludique, mais j'adore ce sport, cela va de soi. Est-ce que tu sais que tu as un point commun avec Yannick Noah? La chanson. Pas que. Yannick Noah est passé sur le podcast de Antoine Beneteau, je sais pas si tu as suivi, qui a créé la chaîne Échange. Et Yannick a été son tout premier invité. Et en toute fin d'épisode, Yannick confie une petite histoire en disant, voilà, un matin, j'ai vécu quelque chose de très étonnant. Ah ok, d'accord, j'y suis, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'avais lu ça quelque part, effectivement. Et alors, il termine l'histoire en disant, donc il parle de son grand-père, voilà, et il termine l'histoire. Ouais, tu suis? On y est? Je suis, bien sûr que je suis. Antoine lui dit, ah ouais, c'est incroyable et tout. Et Noah lui dit, bouge pas, pour le prochain épisode, je te raconterai la fois où sur mon voilier, en plein milieu de l'océan, j'ai vu un ovni. Ouais, je savais ça, ouais, je savais ça. Évidemment scotché. Est-ce que tu peux nous dire et nous partager ce que tu as vu dans les Alpes? Ce que je peux dire, c'est que ce témoignage m'a effectivement continue à accompagner ma vie. Je vais pas dire que j'y pense tous les jours, mais j'y pense au moins une fois par jour, ça c'est certain. Et ce que j'ai vu a été confirmé par la suite par tellement de témoignages qui sont encore des témoignages tout récents de pilotes de l'US Air Force qui sont vraiment qui n'ont strictement aucun intérêt à raconter cela si ce n'était pas vrai. Alors je sais très bien que le problème c'est que là c'est comment, en enquêtant, parce que j'ai donc sorti un livre auquel tu fais sans doute allusion, qui a été quand même 3 ans de travail d'enquête. Je veux dire, à moins de considérer ce phénomène comme une mystification générale, de dire que tout le monde a la berlue, que les plus grands scientifiques, que les plus grands pilotes de chasse, que les astronautes de la NASA, que toutes ces personnes soient totalement dans un déni de réalité qui, en plus, n'est pas du tout dans leur intérêt de raconter ça. Leur intérêt est au contraire de ne rien dire, de se taire ou de raconter le contraire. Donc, moi, je suis aujourd'hui persuadé qu'il y a des intelligences supérieures, bien supérieures à la nôtre, qui effectivement nous rendent visite. Alors moi je ne m'arrête qu'à ce que j'ai vu. Ouais. Je sais ce que j'ai vu. On n'est pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu. Et comme il y a apparemment de plus en plus de gens qui le croient, eh bien, si j'en juge par le succès de mon livre, parce que bon, malgré tout, maintenant c'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ça commence à être intéressant en matière littéraire. Ça veut dire qu'en plus, bon, je dirais que ça sous-entend une certaine imagination, une certaine poésie même parfois. Moi, je n'ai pas peur, hein, si je vois. Moi, j'ai rien vu depuis. Donc, ce qui crédibilise mon témoignage, j'ai rien vu ni avant ni depuis. Je pourrais très bien dire que chaque soir, je vois dans les étoiles. Non, j'ai rien vu depuis. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Oui. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews.
Quel Bien est ton sûr. plus gros regret, Nelson, au regard de ta carrière? Quelque chose que tu ne peux pas changer avec le temps, de façon générale. Sur le plan du tennis, c'est de ne pas avoir pu accompagner un joueur français vainqueur de Roland-Garros. C'est sûr que si Noah était quand même la victoire de Noah non interviewée, alors que tu étais à -4 ou je ne sais plus quoi, euh, le, t'étais à combien? T'étais à -1? -7. Ah, t'étais à -7, c'est ça. Donc, t'es né en 90, t'étais à -7. Donc voilà, la victoire de Noah non interviewée, effectivement, a été un petit peu une sorte, un petit peu quelque part un élément déclencheur. Je pense qu'on peut faire mieux. Donc c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir Richard Gasquet ou Gaël Monfils gagner Roland-Garros. Alors peut-être qu'ils le gagneront. Enfin, il faut être réaliste. Les années qui passent, évidemment, nous éloignent de ça. Mais j'aurais beaucoup aimé voir. D'ailleurs, je cite volontiers ces deux joueurs-là, qui sont mes deux joueurs français préférés pour différentes raisons. J'aurais beaucoup aimé accompagner un joueur français, ne serait-ce qu'en finale, tu vois. Mais bon, ça, c'est un regret sur le plan du tennis. C'est un vrai regret d'ailleurs. C'est un vrai regret. Et pour faire la balance, ton plus bel accomplissement? En tennis, comme je te l'ai dit hier, je pense c'est d'avoir pu faire partager cette formidable victoire de Mary Pierce. Je pense que c'est le fait d'avoir réussi à établir avec Rafa une complicité qui dépasse, je pense, et lui le sait, lui il le dit aussi, donc qui dépasse pardon le côté journaliste joueur, tu vois, c'est enfin c'est même beaucoup plus fort que ça. Et voilà, ça c'est un vrai accomplissement. Et puis bon, évidemment, j'ai d'autres dans d'autres sports d'avoir accompagné, je pense, avec, je l'espère en tout cas avec pudeur quand il en fallait, c'est en cas de défaite, et puis avec joie communicative en cas de victoire, plein de sportifs français ou étrangers. En une phrase, quelle est ta définition de la richesse? C'est une bonne question, ça. C'est être entouré de ce qu'on aime et ne pas hésiter à dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Concrètement, comment tu essayes d'être une meilleure personne? Grâce à la poésie, à la littérature, à la musique, à une certaine forme de sérénité. Pour la petite histoire, je lis chaque matin des pensées de sages indo-chinois, si je puis dire. Voilà, c'est des pensées qui datent pour certaines de 2000 ans, mais qui n'ont pas trop vieilli, je pense. Le souvenir de ce que j'aime, le fait d'essayer d'en être digne, d'essayer voilà, et puis une meilleure personne, ça consiste encore une fois, je pense, à accompagner les siens sur le chemin qu'ils ont choisi et voilà, être quelqu'un d'aimant, quoi. Voilà, évidemment, ce que je te disais hier sur le fait d'aller vers le public, d'aimer les gens, évidemment, c'est multiplié par 1000 avec les gens que j'aime, quoi, qui me le rendent tellement bien en plus. Quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs aujourd'hui? Je pense que ce sont sans doute des objectifs désormais plus personnels que professionnels. Je pense que, on va dire que mon itinéraire professionnel, bon, je veux dire, même si tout le monde peut, à un moment ou à un autre, avoir un ou deux regrets, j'aurais peut-être pu faire ça. Bon, mon itinéraire professionnel, je pense, c'est quand même une certaine forme de réussite. Sinon, je pense que tu ne m'appellerais pas. Donc, je pense que mes objectifs désormais sont plus personnels que professionnels. Accompagner les miens, essayer d'écrire peut-être un petit peu plus de livres, d'avoir peut-être une meilleure plume. J'essaye d'avoir une plume aussi légère sur le papier que j'essaye d'être léger dans la vie. Mais voilà, ce sont des objectifs personnels qui me conduisent peut-être vers une certaine philosophie du bonheur. Voilà, c'est certainement, en tout cas aujourd'hui, à ce stade, des objectifs plus personnels que professionnels, ça c'est certain. D'ailleurs, là, parce qu'à partir du moment où on est heureux dans la vie, je pense que ça entraîne aussi le fait d'être heureux dans son travail et vice versa, Mais désormais, il est clair qu'à ce stade, le travail ne représente plus tout. Il représente encore, si j'en juge par encore une fois les réactions du public, une part importante, mais ne représente plus tout, ça c'est certain. Le plat que tu cuisines le mieux à ta fille Victoria, entre autres? Ma fille Victoria ou ma fille Isor, ce sont plutôt elles qui vont cuisiner pour moi, n'est-ce pas? Mais un plat que j'aime et qui m'arrive de cuisiner, je vais en cuisiner un ce soir, c'est une surprise.
c'est du poisson, oui, du poisson avec du riz. Comment dire? Je ne suis pas, j'essaie de garder la ligne. Je ne suis pas un amateur de, tu sais, de ces grands plats du Sud. J'adore le Sud-Ouest comme région. Mes goûts culinaires me portent plutôt vers les délicieux poissons de Bretagne. Un poisson blanc avec du riz, pour moi, c'est le bonheur. Voilà. Je suis un petit peu moins tout ce qui est foie gras, magret, etc. Je sais que ça fait partie un peu du folklore du Sud-Ouest, mais voilà, je laisse ça à d'autres, même si je suis très heureux de partager une fête autour de ce genre de plat, mais je choisis le plus volontiers autre chose. Je suis à Bidart, figure-toi, Nelson, dans le Sud-Ouest. Ah! Et je pratique Mais ma j'allais propre te demander, alors là, j'adore. Attends, mais comment ne pas aimer? Comment ne pas? Tu vas me fâcher, je vais me fâcher avec les gens du Sud-Ouest là. Mais c'est un bonheur. Tu dois être très heureux d'ailleurs, ça se voit sur ton visage. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais isoler qui a particulièrement marqué ta vie? Quand j'avais, je sais pas, entre 12, 13, 14 ans, quand même, au moment où on commence à découvrir vraiment la littérature et à plonger dedans, alors est-ce mes origines américaines qui me faisaient que j'avais la possibilité de lire dans la langue, évidemment. Ouais, je puis parler les amours de, il y a tellement de livres que j'ai lus depuis, mais bon, peut-être que les premiers romans que j'ai lus de Jack London, je dirais, s'il fallait choisir un, je dirais peut-être Cro-Blanc de Jack London, mais comment? Il y en a tellement d'autres. C'est très difficile. C'est une bonne question, mais c'est tellement difficile de répondre à cette question. Mais allons-y pour Cro-Blanc de Jack London. Un film. C'est surprendre un peu parce que bon, je sais qu'on peut répondre les grands classiques comme Autant n'emporte le vent, etc. Je pense que L'homme qui en savait trop de Hitchcock est un film que j'ai complètement adoré, que j'adore toujours. Il date de 1956. Tu étais donc à moins 25 ou je ne sais quoi. En plus, il y a une bande originale de ce film que Bernard Herrmann, qui était le compositeur des films d'Hitchcock, a sorti une chanson interprétée par Doris Day qui s'appelle Que Sera, Sera. Je pense que tout le monde entier connaît cette chanson. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. Je te vois faire un grand sourire, je pense que tu connais cette chanson. Eh bien, même pas, mais je suis ravi de Non, c'est pas possible, Max. Ça fait entre hier et aujourd'hui 1 heure que tu me séduis, mais là, tu me déçois. Alors, attends, tu vas voir sur le net partout. L'homme qui en savait trop, c'est un titre qui doit quand même te dire quelque chose. Et tu écoutes la bande originale du film chantée par Doris Day, Que Sera, Sera. Et tu vas être aussi comblé que moi. Alors, il y en a énormément d'autres, mais Hitchcock, pour moi, est le maître absolu. Et s'il faut choisir un film d'Hitchcock, je dirais celui-là, parmi plein d'autres. Merci pour cette interprétation, en tout cas. Oui, mais tu connaissais pas la chanson. Le concert le plus dingue auquel tu as assisté? Alors, j'ai appris à aller beaucoup avec ma fille Isor, avec laquelle tu as brièvement parlé hier. On va très souvent voir des concerts ensemble. Et je pense que celui qui m'a laissé le meilleur souvenir, je crois savoir qu'il est partagé, c'est le concert des Beach Boys. Parce que, bon, les Beach Boys, alors là, tu étais à moins 40, je ne sais pas, j'aime bien cette expression. Mais je pense que tu as quand même dû entendre parler des Beach Boys. Ah là oui. Ah! Bon, eh bien, écoute, ils ont écrit franchement les plus grandes chansons américaines de la deuxième partie du XXe siècle. Et imagine-toi que l'an dernier, c'était au mois de juin par là, hein. Non, au mois de juin, donc ça va bientôt faire 1 an. Nous sommes allés à l'Olympia. Alors les Beach Boys ont connu des hauts et des bas. Il y a eu des séparations, il y a eu malheureusement des décès, mais il se trouve que le chanteur Mike Love, qui était en même temps le co-auteur avec Brian Wilson, est toujours le leader du groupe. Donc c'est sa voix qu'on entend. Donc à partir du moment où le chanteur est là, évidemment, un concert qui commence par Barbara Ann et qui se termine par Good Vibrations, et au milieu de ça, 25 tubes immémoriaux qui rendent les gens complètement fous, sans compter des ballades magnifiques. Ouais, c'est un moment merveilleux. Ouais. Quels seraient les mots du Nelson d'aujourd'hui au Nelson qui avait 20 ans pour le guider, le coacher un peu, le driver? Il y a une phrase que j'essaye de faire mienne, qui je trouve est une jolie phrase. L'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. Merveilleux. Un grand merci d'avoir pris le temps. Au revoir. Au revoir Max et très bon courage pour la suite. C'était très sympa. Merci. Ciao, ciao.